suis partie début février pour un road trip de 3 mois en Asie. J'ai commencé par le Vietnam, ensuite j'avais prévu les Philippines et Bali. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément d'informations sur la pandémie. On nous préconisait même de ne pas porter de masque si nous n'étions pas malades. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée là-bas, c'était début février, je voyais des gens partout avec des masques et je ne comprenais pas trop. Je ne veux pas dire que je l'ai pris à la légère, mais c'est vrai qu'on voit que ça a été géré de façon différente, à un temps différent en tout cas. Et à quel moment vous êtes dit, là, je ne suis plus en sécurité, il faut que je retrouve le sol français, il faut que je retrouve la Réunion, en l'occurrence pour vous? Je l'ai ressenti assez tôt. Après un mois au Vietnam, je suis allée aux Philippines et donc j'ai commencé mon voyage là-bas sans problème. Et un jour, je changeais d'île, donc j'étais dans un ferry de nuit et j'ai reçu des alertes à 3 heures du matin me disant que Manille fermait et que les étrangers avaient 72 heures pour quitter le pays. Donc là, se retrouver au milieu de nulle part et devoir partir très vite sans savoir où aller et quoi faire, là, j'ai commencé à me poser des questions et à avoir un peu peur. Vous avez eu peur de perdre pied ou vous vous êtes dit, voilà, je me raisonne, Sarah, on y va, il faut trouver une solution? Non, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que très vite, je savais que j'avais pas énormément d'options. Il fallait que je trouve un aéroport international et il fallait que je trouve un vol. Sachant que je voulais éviter de passer par Manille au cas où d'autres vols soient annulés, donc pas rester bloqué là-bas. Et en même temps, je voulais éviter des capitales comme Bangkok, Singapour et Kuala Lumpur parce qu'ils commençaient déjà à avoir des restrictions au niveau des transferts. Donc là, il a fallu réfléchir et moi, mon choix s'est porté sur Bali car j'avais un ami là-bas et je pouvais y aller assez facilement. Comment vous gériez ça vis-à-vis de vos proches? Comment eux, ils vivaient votre situation? Comment vous les contactiez, par exemple? On se contactait principalement via les réseaux sociaux. Ensuite, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que j'ai appelé à 6 heures du matin ma famille et mes amis en leur demandant quoi faire et chacun avait un discours différent. Certains me disaient reste aux Philippines et puis tu attends que ça passe, donc 2-3 semaines tu pourras reprendre l'avion. D'autres me disaient au contraire reviens en France puis essaye de rentrer à la Réunion. D'autres parlaient de l'Indonésie et de Bali, donc ça a été hyper confus au début. Et après, moi, voilà, j'ai essayé de rassurer tout le monde et de suivre un peu mon instinct et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie directement dès que j'ai pu. D'accord. Alors, quand vous étiez à l'aéroport, vous le dites dans votre blog il fallait se décider très vite puisque les prix des billets augmentaient au fil des minutes. Est-ce que dans cette logique de rapatriement, est-ce que vous avez observé qu'il y avait des augmentations de prix ou alors que les prix des premières classes étaient maintenus dans le processus qui rendait par exemple difficile le retour de certains? Effectivement, déjà pour quitter les Philippines, les prix augmentaient vraiment de minute en minute. Les plateformes étaient saturées, donc il fallait trouver un ticket, mais il fallait avoir la chance d'en trouver un. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'en trouver un et un ami a dû rester là-bas. Et ensuite, à Bali, ça a été une autre histoire parce que du coup, ça a été les vols de rapatriement organisés par le gouvernement français. Et donc, la façon dont c'est passé, c'est qu'on a reçu un email à 9 h du matin, donc le jour de Nyopi, qui est le jour du silence à Bali, où il n'y a pas d'électricité. Donc moi, j'ai eu énormément de chance parce que dans mon hôtel, le Wi-Fi avait été activé, ils avaient oublié en fait. Et sur le message, c'était marqué « Premier arrivé, premier servi ». On savait qu'il y avait des vols, on ne savait pas combien, et on était des milliers en Indonésie. Donc ça a été très compliqué. Ouais. Alors après tout ça, oui, allez-y. Et après, au niveau des vols, toutes les classes étaient mélangées, mais il fallait être prêt en fait. Ce qu'on nous disait, c'est voilà, il va y avoir 2 ou 3 vols, on va vous dire la veille, et vous deviez foncer. Vous devez être à l'aéroport de Bali. Alors ensuite, vous avez eu 3 jours pour retourner finalement à La Réunion, c'est ça hein? Oui, c'est ça. J'ai dû arriver sur Paris, puis le temps de retrouver un vol parce qu'il n'y en avait plus tous les jours. J'ai dû attendre à Paris et donc acheter un ticket. Et au moment de rentrer, j'ai su quelques heures avant que j'allais être placée en quatorzaine. Donc moi, c'était quelque chose que j'avais prévu pour moi-même. J'avais prévu d'aller toute seule dans mon appart et de m'isoler pendant 14 jours. Mais j'avais pas prévu d'être placée dans un hôtel comme ça, de façon si brusque, sachant que je voyageais avec un sac à dos de 7 kilos et que je n'avais rien sur moi.
Oui, et donc effectivement, puisqu'en fait les autorités locales n'acceptent pas que vous puissiez faire cette quatorzaine chez vous, dans votre appartement, dans vos murs. Non, on ne peut Parce plus que le vous faire. veniez d'Asie. Parce que je venais de France, de métropole. C'est pour tout le monde. Du coup, effectivement, on a été placé dans des centres. Et donc, oui, moi, j'étais premier groupe placé dans ces hôtels-là. Et ça a été assez aléatoire au début. Hein. C'était à quelle époque? Tout début d'avril? Le 31 mars. 31 mars. C'est quoi la journée type quand vous êtes dans cette quatorzaine dans un hôtel? Comment ça se passe globalement? C'est assez compliqué. Je pense que ça dépend vraiment des gens et des hôtels. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une chambre un peu vieille, avec du mobilier un peu vieillot. Le Wi-Fi ne marchait pas. On n'avait pas de règlement intérieur, donc on nous avait juste dit, voilà, vous n'avez pas trop le droit de sortir, mais on n'avait aucune information. Donc on reste un peu enfermé dans ces murs 23 heures sur 24 à attendre un repas qui arrive à des heures fixes. Et on n'a rien à faire. Enfin, on est seul face à soi-même, on n'a pas d'informations et on attend. Oui. Et on devient un peu en rond. Ah oui, au bout d'un moment, on va dire que les premiers jours, me concernant, je me reposais parce que j'avais passé 3 semaines d'enfer. Donc ça a été vraiment un peu une soupape. J'avais besoin d'être seule et j'avais besoin de dormir, tout simplement pour me remettre. Et ensuite, effectivement, passer plus de 300 heures dans un hôtel, dans une chambre, c'est très dur. Ouais. Mais Sarah, vous dites aussi quand même que dans cette partie de votre vie, dans l'hôtel, vous dormiez, mais c'était aussi compliqué. Vous dormiez difficilement. On a l'impression que vous étiez un peu rongé par tout ça. C'est ce que vous dites un peu dans votre blog. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien connu, mettre des individus dans des lieux fermés, aussi soudainement, sans être préparés. Au bout d'un moment, je ne veux pas dire qu'il y a des psychoses qui arrivent, mais c'est sûr qu'on se pose des questions qu'on ne se poserait pas avant. Il y a des choses qui ressortent. On n'a pas de distraction, on n'a pas de repères. Donc, on se retrouve complètement désorienté. Et à un moment, je ne vais pas dire une détresse psychologique, mais presque. Parce qu'on est perdu. On est perdu, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. Mais est-ce qu'au bout de 14 jours de cet isolement forcé, vous avez quand même le sentiment d'avoir mené pour vous-même une sorte d'introspection? Oui, je vais dire qu'après, en fait, il y a un cap à passer au bout de 6 jours qui est dur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé avec des gens qui avaient eu un peu le même parcours que moi. Au bout de 6 jours, il se passe quelque chose, on n'est pas bien. Et au bout du jour 8 ou 9, en fait, on a accepté la situation. On a accepté qu'on était là, qu'on ne changerait rien et qu'il fallait mettre à profit ce temps. Du coup, on se pose des questions qu'on ne s'est jamais posées sur soi, sur ce qu'on fait de sa vie, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, au final, oui, il y a une introspection qui est très, très forte, mais elle arrive après un moment plutôt difficile. Oui. Et donc, vous vous sentez peut-être un peu plus forte d'un mot, vous vous sentez un petit peu plus forte aujourd'hui que vous ne l'étiez après cette expérience, vous êtes un petit peu plus forte. Ah oui, c'est sûr que déjà, à la base, je suis assez aventurière, j'ai peur de pas grand-chose. Mais là, oui, j'ai relevé des défis, même personnels, que jamais j'aurais imaginé. Je veux dire, c'est quand même... je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait que la pire expérience de ta vie, c'est d'être entre 4 murs? Tu as vécu d'autres situations beaucoup plus compliquées, mais là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui ne devait pas arriver. Donc oui, on en ressort... oui, moi je me fais beaucoup réfléchir à ma vie. On gardera donc ce sourire pour terminer. Merci Sarah Didier-Jean, merci d'avoir répondu à nos questions et bon confinement. Merci à vous. Merci.